Nous sommes le 22 mars 2025. Pour la première fois, les spectateurs s'apprêtent à découvrir La Famille Rose. En ce premier week-end de printemps, la série est l'une des têtes d'affiche du festival Sérimania à Lille. L'histoire, une famille pas comme les autres, plongée au cœur d'une enquête qui va secouer tout un village. Sa particularité, ses membres sont tous cannibales. Un thriller noir de 6 épisodes, au ton aussi dérangeant qu'excitant. Dans la salle de cinéma, l'équipe de la série retient son souffle. Parmi eux, celui qui lui a donné vie, son créateur, Tigran Rosin. Il est 18h, la projection commence, le public est sur le point d'entrer dans l'univers de la famille Rose. Genèse, le podcast de la création présenté par Oscar Chedemois. Bonjour Tigran Rosin, Bonjour Oscar. bienvenue dans ce nouvel épisode de Genèse. Vous êtes créateur de séries, scénariste, et vous présentez en ce moment au festival Sérimania à Lille votre dernière création, cela s'appelle La Famille Rose. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour commencer, je vous propose que l'on remonte dans le temps à travers votre parcours. Première question, quel est votre premier souvenir de série ? C'est très clairement 24 heures chrono. 24 heures chrono. Ah ouais, ça a été j'ai été percuté par cette série, quoi. C'est le moment où je me suis dit, ok, on peut écrire à ce rythme-là, Ouais. on peut faire des séries qui soient à ce point haletantes. Sur 24 épisodes, j'étais fasciné, c'est-à-dire que j'étais suspendu à cette série. Ça m'a vraiment... Là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui m'intéresse par là, quoi. Il y avait une technique, une originalité qui dépassait ce qui était fait à l'époque ? Tout à fait. C'est vraiment la prouesse technique d'écriture et cette fabrication à plusieurs fils narratifs qui s'entrecroisent, que j'ai au début reçu, ensuite que j'ai décortiqué, j'ai fini par comprendre et même faire mienne. Je trouvais que c'était puissant, en fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir scénariste et à écrire des séries ? Scénariste, c'est un drôle de boulot parce que je pense que, à la base, on est tous un peu des introvertis. Hem, Qu'est-ce qui m'a conduit à devenir scénariste? C'est un cheminement assez tortueux. Pour le faire, peut-être un peu rapidement, j'ai fait un bac scientifique, une année d'école d'architecture, une licence de droit et puis j'ai tout arrêté pour faire du théâtre. J'ai cru à un moment donné que je voulais faire, acteur. J'ai fait, quelques années de théâtre, notamment du théâtre expérimental et j'ai très vite vu que ça m'intéressait beaucoup moins que de raconter des histoires. Être, devant la caméra, dans la lumière, non pas que ça me dérangeait, mais je sentais que j'avais une moins grande légitimité à cet endroit que celle que je pouvais conquérir, à travers les histoires, parce que c'est finalement les histoires qui m'intéressaient le plus. Et je me suis, assez rapidement dit: «Par où ça passe? Comment on fait pour devenir scénariste?» C'était une question assez, compliquée à résoudre à ce moment-là et j'ai compris que ça allait pas être simple et que j'ai trouvé un chemin de traverse. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui se rapproche le plus du scénario, mais qui me permette de vivre, tout de suite?» Et j'ai identifié le job de premier assistant réalisateur. Je me suis formé et pendant, 5-6 ans, j'ai exercé le métier de premier assistant. Donc je développais une connaissance, technique des scénarios. Le premier assistant, c'est celui qui accompagne le réalisateur et qui, organise, tout le tournage et donc qui sait parfaitement ce que chaque ligne de scénario veut dire dans le réel. C'est un poste aussi d'encadrement et ça m'a permis d'aller chercher une colonne vertébrale parce que contre toute attente, quand on écrit, on pourrait croire que c'est un poste protégé, mais en fait, il faut aussi avoir une colonne vertébrale, parce que les histoires, il faut les transmettre et il faut convaincre aussi. Ça, j'ai appris ça, au fur et à mesure et en parallèle de ça, j'écrivais des scénarios, des courts-métrages, je me formais, je lisais des méthodes et petit à petit, à un moment donné, il y a eu un clic. J'ai un premier prix, un deuxième prix et puis je me suis dit: «Ah, c'est pas mal, j'ai l'impression que je peux lâcher» et j'ai basculé. J'ai fait
une formation courte au CEA, j'ai fait le grand atelier série. À l'époque, ça durait 6 mois, maintenant c'est plus court. Je suis sorti, j'ai galéré pendant 1 an et j'ai eu un premier contrat et ça s'est jamais arrêté depuis. Ouais, et cette envie de raconter des histoires, elle vient d'où? C'est certainement déjà une émotion de spectateur, hein. Je suis un grand, télévore, cinéphage, je crois que c'est pas sans lien avec le théâtre, hein, qui est quand même aussi la manière de transmettre les histoires et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'ai une approche très orale de mon métier. Mmh. C'est-à-dire que j'écris, très tardivement. Je raconte les histoires avant de les écrire, mais je les raconte même, je vais jusqu'à raconter, des arches entières de saisons aux producteurs ou aux diffuseurs avant d'en écrire une ligne. Je sais que je peux écrire l'histoire quand j'arrive à la raconter. C'est ça, ces producteurs, ces diffuseurs, ce sont votre premier public ou vous avez des proches aussi qui vous accompagnent dans cette écriture? Non, non, j'ai cessé de martyriser mes proches avec ça. C'est trop conflictuel. Non, mon premier lecteur, c'est le producteur et c'est d'ailleurs pour ça que je le choisis toujours avec un grand soin. Car je sais qu'on va faire un binôme, en tension, la tension positive, hein, mais pendant un sacré bout de temps et j'ai appris avec le temps et avec le métier à extrêmement finement choisir les producteurs avec lesquels je travaille, jusqu'à devenir coproducteur moi-même sur certains projets, dernièrement. Si on continue à parler de votre parcours, est-ce qu'il y a une personne, un proche ou une personnalité, qui vous a profondément inspiré, une rencontre qui vous a marqué? Ou le premier qui me vient, c'est un scénariste, très accompli qui s'appelle Marc Herpoux, Ouais. qui est également, qui donne, des petites formations également au CEA et qui a une approche, heu, je trouve totalement fascinante, de l'écriture à travers, sa théorisation des moteurs narratifs, en allant l'écouter, alors que j'étais déjà installé dans le métier, j'ai continué d'apprendre des choses. Je trouve que c'est un vrai théoricien du scénario. Il les pense de manière, extrêmement sophistiquée, intelligente et opérationnelle. Son approche du genre, et de la narration complexe, c'est le premier qui me vient à l'esprit parce que de tout, je suis un gourmand de formation. Même maintenant, je continue toujours à essayer d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Je suis obsédé par le fonctionnement des histoires et lui m'a vraiment positivement influencé. Ouais. Qu'est-ce qui fait, c'est une question peut-être un peu trop large et peut-être pas si simple à répondre en peu de temps, mais qu'est-ce qui fait selon vous qu'une histoire, est réussie? Quelle est la force d'une bonne histoire? Comment arrive-t-on à toucher le spectateur par l'émotion? Ce qui fait qu'une histoire est réussie, c'est qu'on a envie d'aller jusqu'au bout déjà, ça j'en suis persuadé et ça se travaille. Ça commence par le point d'entrée de l'histoire. Je suis de cette école qui considère qu'on doit avoir, assez rapidement un attachement puissant au personnage qu'on nous montre pour qu'on se soucie de son sort et je mets un soin particulier à ça, dès le démarrage, heu heu, travailler sur l'empathie qu'on peut avoir sur les personnages. Et qu'est-ce qui fait qu'une histoire est réussie? Est-ce que c'est que beaucoup de gens la voient? C'est pas sûr, parce que je crois qu'il y a des Mmh. histoires, très réussies et un peu confidentielles. Je crois que c'est une question aussi un peu personnelle. Et on voit ça quand on sort de projection, l'histoire n'est pas réussie pour tout le monde, pas de la même manière. En tout cas, personnellement, l'histoire est réussie quand elle m'a surpris, quand elle m'a procuré des émotions fortes et quand elle m'a fait, frissonner et voyager. C'est mes paramètres. Ouais, et quand on crée une série, d'où ça vient? D'où vient la petite idée, la petite étincelle où on va se dire: «Bah, ça, c'est une bonne histoire, on va la raconter en série»? C'est compliqué, c'est compliqué à partager parce que c'est réellement de l'ordre Ouais. de l'intuition, de l'ordre de l'excitation chez moi. C'est quand, à un moment donné, si on reprend sur la famille Rose, d'un seul coup, l'idée d'envisager le cannibalisme, et de le partager avec le plus grand nombre, était un moteur, d'excitation fort. Ouais. Je me suis dit: «OK, le cannibalisme, le Cannibal Holocaust, je vois ce que c'est, je suis pas forcément client. En revanche, je suis un grand client de l'horrifique, pas de l'horreur gore, mais de l'horrifique, de ces émotions-là». Donc le démarrage, l'étincelle d'une histoire, oui, c'est toujours, une émotion juste, à un endroit, que ce soit, un personnage, une thématique, un décor, un début d'histoire, un morceau d'histoire, un climax, Mmh, mmh, quel mmh, mmh. quoi que ce soit, c'est toujours une émotion et cette émotion, elle est précieuse parce que le job consiste à la garder claire en soi contre vents et marées et contre les
dizaines de gens qui vont essayer de vous en faire changer tout le long du chemin. Donc, c'est la clé, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour écrire de bons dialogues, de belles situations, parce que c'est ça aussi le défi quand on est scénariste, c'est de retranscrire un peu parfois la réalité, de créer quelque chose dans ces dialogues. D'où vous vient cette inspiration-là, dans des situations que vous vivez dans la vie de tous les jours? Oui, je pense qu'on a tous des milliers de gens qui parlent dans nos têtes. Enfin, moi, il y en a. Les dialogues, c'est c'est la dernière phase, hein. Vraiment, c'est la dernière couche. Avant la transmission aux acteurs. Je crois que les dialogues, c'est à la fois ce qu'un personnage dit, comment il le dit et qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a ces 3 paramètres qui sont les 3 questions que je me pose à chaque fois. C'est formellement, quelle est l'information qu'il veut délivrer, comment il va le dire, ça raconte qui il est, et qu'est-ce qu'il ne dit pas, ça raconte l'état dans lequel il est. Donc c'est autour de ça. Maintenant, ça a l'air très théorique comme ça. Je pense que j'ai dû incorporer ces éléments et au feeling, vraiment au feeling, je commence méthodiquement par écrire des mauvais dialogues pour ensuite... mon travail, je pense que pour beaucoup de scénaristes, c'est ça, c'est par couche. C'est-à-dire que, en fait, il faut que l'histoire se déroule. Et c'est pas grave si elle se déroule de manière décevante dans une version 0. Il faut qu'elle se déroule. Et une fois qu'elle est là, devant nous, on peut la regarder, la relire, les dialogues notamment. Et en repassant dessus, petit à petit, on sculpte, on peaufine, on ponce, et à un moment donné, ça devient clair. Et la dernière couche, c'est celle qu'apportent les acteurs, elle est indispensable. Moi, je suis très friand de l'étape lecture à la table avec les comédiens. C'est là que les choses vraiment se calent définitivement, quoi. Ouais, c'est ça. Votre carrière vous a amené sur des projets très variés. Il y a Corneille et Bernie, il y a les séries, il y a Cassandre, sur le genre plutôt série policière, et aujourd'hui La Famille Rose. Comment on adapte son écriture à des styles qui sont complètement différents à travers son parcours? C'est un parcours précisément. C'est-à-dire qu'en sortant de l'école, mes premiers contrats d'auteur, c'était des contrats d'épisodes d'animation. Ouais. Et donc j'ai dû en écrire une centaine. Et l'animation, c'est une école extraordinaire parce que c'est de l'action, du genre, de la comédie. On peut tout écrire en animation. Et donc c'est des formats courts, donc on peut oser plus de choses. Donc j'ai appris énormément, j'ai gagné ma vie, j'ai commencé à gagner en assurance. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai eu envie de choses plus complexes et j'ai eu envie de passer en fiction. Et là, tout le monde vous dit, quand on est dans l'animation, on ne peut pas passer en fiction. Il n'y a rien de plus motivant chez moi que de me dire que c'est pas possible. Ça me donne une envie colossale de le faire. Et donc là, j'ai très pragmatiquement regardé le marché en me disant, OK, les fictions, qu'est-ce qui se fait le plus? Le policier. Le polar, ok. Donc j'ai décortiqué comment ça fonctionne un polar. J'ai proposé très basiquement du polar. Donc j'ai appris ce que c'est à le faire et j'en ai vendu. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. J'ai notamment j'ai eu une chance compliquée et intéressante quand même. Je sais pas si tu le sais, je suis avec Florent Meyer. Créateur original de la série Lupin. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, 6 maintenant, en 2018, 7, le tout premier concept de Lupin qui a été écrit pour Gaumont, c'est Florent Meyer et moi qui l'avons écrit. Pour Netflix ensuite. Pour Netflix. D'abord, ça s'est vendu. Ouais. D'abord, Omar a lu et il a dit « Ok, je le fais ». Ouais. Ensuite, Netflix a dit « Ok, on le fait ». Et puis ensuite, on a développé pendant 1 an et ça a été compliqué à la fois pour Netflix qui arrivait vraiment en France, il y avait peu de précédents encore, et pour nous de trouver un terrain d'entente, enfin de trouver qu'est-ce qu'était la série. C'est pas toujours des choses très faciles. Et au bout d'1 an, on a été viré. On est resté co-créateur de la série. Il y a toujours notre nom au générique. On en possède un petit bout. De la série Convoi, il reste un petit bout de ce qu'on a apporté. Mais 5 ans plus tard, Omar nous a rappelé, Florent et moi, en nous disant, voilà, les gars, c'est vous qui allez écrire la saison 4. Et ben, je viens de terminer d'écrire la saison 4 de Lupin avec donc mon ami Florent Meyer. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ça se pourrait bien. Et ça se pourrait bien que le tournage démarre dans pas très longtemps non plus. Ouais, magnifique. Voire dans quelques jours. Parce que c'est une série qui a eu un grand succès international, plusieurs prix. Comment ça s'est passé? Vous avez raconté le début de cette histoire, mais comment vous avez réussi à redonner vie à ce personnage? Fallait le dépoussiérer, fallait le rendre moderne?
C'est en partie nous, en partie Georges Quay qui a pris le relais et en grande partie Omar Sy Ouais. Ouais. qui porte ce personnage, qui porte cette série, qui a, avec toute son intelligence et sa générosité, il a insufflé une vie, l'idée de... Nous, il faut être très honnête, l'idée de ça n'est pas Arsène Lupin, c'est un fan d'Arsène Lupin, Bien sûr. c'est une idée de Omar. Mm, mm. Et c'est une idée puissante. Il a trouvé le pas de côté qui permettait de raconter l'histoire et de la raconter avec Ouais, lui. c'est ça. Ouais, Et aujourd'hui, quoi, de la raconter et de aujourd'hui. la raconter aujourd'hui, oui. Ouais. Alors, la raconter aujourd'hui, oui, oui, c'est ce pas de côté qui a permis de le faire. Mais le magicien de Lupin, c'est Omar Sy, hein, très clairement. Et quand on écrit une série comme ça, c'est chacun de son côté, travaille, puis on met autour d'une table, ou dès le départ, on est déjà ensemble autour d'une table, on y réfléchit, brainstorming. Une série comme ça ou cette série-là? Ouais, cette série-là, par exemple. Cette série-là, en tout cas, je peux parler de la saison 4 qu'on Mm. est en train de finir, on a fini d'écrire quasiment. Ouais. On était quatre auteurs. Avec moi, il y avait Florent Meyer, donc, que j'ai cité, Jean-Yves et Mathilde Arnaud, qui sont les créateurs de Fury, qui sont des amis, qui sont des scénaristes exceptionnels. Et donc, on était tous les quatre dans des bureaux chez Netflix. Et on avait avec nous... et donc, on brainstorm, on fait des tableaux, on fait des dessins, on fait des blagues. Et on construit petit à petit avec Omar, qui vient nous voir régulièrement, qui est un excellent analyste et lecteur, et à qui on raconte, comme je te disais tout à l'heure, on raconte beaucoup, et nous, c'est ce qu'on fait, on construit, et chaque semaine, on fait venir quelqu'un, que ce soit Omar, que ce soit quelqu'un de chez Netflix, et on raconte où on en est, on raconte l'histoire, ça nous permet de la caler, parce qu'on peut tricher à l'écrit, on peut moins tricher à l'oral, enfin, moins en live, c'est moins facile. Ouais, c'est ça. Et qu'on a Netflix derrière, dans le dos, il y a quelque chose qui change par rapport à une série française, Il y a un peu à la télévision, qu'on a Oui, TF1. déjà, c'est un média puissant. Ouais. On sait qu'on a le droit, c'est une boîte de jeu mortelle, hein, pour les scénaristes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le droit de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire ailleurs, qu'il y a les moyens pour, qu'il y a une ambition. Et le revers de la médaille, c'est qu'il y a des attentes fortes, une anxiété forte, et ça ne peut pas se planter. Mais cette contrainte-là, je la trouve amusante, en fait. C'est juste une contrainte, il faut l'intégrer. Ça n'empêche pas d'écrire des choses dans lesquelles on croit et des choses puissantes. Mais il faut l'écrire sous une forme qui va servir l'objectif, qui est que ça doit cartonner. Voilà. Ouais, ça. Et vous n'étiez pas sur la saison 3, du coup, dans l'écriture? Non, je te dis, j'ai été viré en cours d'écriture de la saison 1. Ouais. Je suis resté associé à la série, co-créateur de la série, mais je n'ai pas Mais participé sans à l'écriture d'aucune de ces C'est ça. 3 saisons. Mais comment on revient alors pour une saison 4, après le travail qui a déjà été fait par d'autres? On revient content. Ouais. C'était une réparation un peu, hein, de revenir Ouais. pour nous, très clairement. On revient hyper enthousiaste et avec une espèce de conviction qu'on va faire la meilleure saison du monde, enfin la meilleure qui existe jusqu'ici. Et on revient aussi, plein d'envie, quoi, en ayant étudié très précisément tout ce qui s'est fait, en ayant bien incorporé où en étaient les personnages et qu'est-ce qu'on pouvait en faire, et puis comment on avait envie de jouer avec eux à partir de maintenant, parce que ça devenait nos jouets à nous. C'est ça. Donc bientôt en tournage, Lupin. On va parler de La Famille Rose. Avec plaisir. Ça sort à la fin de l'année 2025 sur OCS. Quelle est la genèse de cette série? Il y avait, il me semble, déjà un projet en Australie que vous avez repris. Il y a un format original 10x10 en Ouais. Australie qui était une espèce de famille recomposée de cannibales sur la route, mais qui était une série très très gore, quoi. C'était ultra sombre et centré autour du personnage de la fille de la famille. Cette série je l'avais reçue dans la tronche en disant waouh, mais c'était trop dur, vraiment beaucoup trop dur. Mais j'ai immédiatement senti que avec ce concept-là d'une famille de cannibales, il y avait un enjeu, une possibilité. En fait, mon envie, c'était de remettre ce concept à un endroit où tout le monde pouvait le recevoir. Oui, c'est ça. Et vraiment, j'ai tout de suite dit à Mathieu Van de Vet, le producteur, on va se faire une série de cannibales,
grand public. Ouais, ça reste gore, mais en même temps, tout le monde peut le On recevoir. assume le gore, mais on trouve techniquement les solutions pour que tout le monde rentre dans cette histoire. Il y a des portes d'entrée qui sont accueillantes. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on reçoit le genre et le gore par petites touches, progressivement, mais sans renier sur les effets. Enfin, je sais pas si tu as vu. Oui, bah oui, oui, je l'ai vu hier, mais effectivement, ça passe petit à petit et ça disparaît. Finalement, on oublie cette partie-là qui est un peu sombre. Et bah oui, et surtout, ça, c'était une obsession que j'avais depuis un moment, qui a trouvé sa concrétisation avec cette histoire de cannibale, c'est que je cherchais depuis un moment à raconter, parce que j'aime l'horrifique, à raconter une histoire de monstre Ouais, du point de vue du monstre et en comprenant la psychologie et en étant en empathie avec lui. C'était vraiment mon objectif, mon moteur intime, c'était celui-là. En me disant, voilà, on va jouer, je tournais autour d'histoires de sorcières, mais j'arrivais pas à trouver la clé, et avec les cannibales, je l'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Parce que c'est assez paradoxal finalement. Cette famille, elle est à la fois, c'est le monstre, elle est très sombre et en même temps, elle devient attachante. Comment on y arrive? Parce qu'on écrit d'abord une famille, en fait. Parce que c'est une vraie famille. C'est juste une vraie famille avec un régime alimentaire particulier. ouais. Mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai pensé. Je ça peut paraître dérisoire. J'ai un voisin près de chez moi qui a une anomalie des intestins qui fait qu'il ne peut pas manger de viande. S'il mange de la viande, il meurt. Mm. C'est une sorte de vegan obligatoire, ça. quoi. Ouais. Et je me suis dit, ah, c'est vraiment intéressant si on fait l'inverse, si on a une anomalie des intestins qui fait qu'on est obligé de manger de la viande, et particulièrement de la viande humaine, comment on fait? Parce que cette question de la survie, c'est réellement des problématiques de famille. Donc on a des enfants, on élève des enfants, on leur transmet tout ce qu'on peut pour les aider à grandir, survivre. Et donc, je me suis dit, ok, la question, elle est quand même puissante. Si pour vivre, et c'est ce que dit Bernard dans l'épisode 2 à son fils, pour vivre, on a besoin que d'autres meurent. Il faut les respecter, mais c'est une nécessité. Et j'ai envie d'inviter chacun à se poser la question. Si c'est une question de vie ou de mort, quel choix on fait? C'est ça. Et évidemment, la question, elle est insoluble, donc c'est forcément un bon concept de série, quoi. Oui, pour revenir sur ces personnages, parce que même dans cette famille, ils sont pas tous pareils. Ils ont tous une vision un peu différente des choses. Par exemple, le père et la mère, dans la famille Rose, eh ben, ils ont des visions différentes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Disons qu'il y a papa cuisine, maman travaille, c'est un peu ça. Mais donc Bernard s'occupe des enfants de la maison, fait la cuisine, et Diane va chasser parce que Bernard a un rapport compliqué à son propre cannibalisme. Et il a une éthique plus puissante, alors que Diane, elle est opérationnelle, elle est dans le pragmatisme et la survie. Et donc elle fait le sale boulot, qui est nécessaire, que tout le monde le reconnaît. Et du coup, ça crée des tensions entre eux. Mais la tension se cristallise quand il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on transmet aux enfants et qu'est-ce qu'on transmet à notre grande fille, qui est en âge maintenant de faire ses propres kills. Et c'est là où la divergence de point de vue entre les deux parents explose. Et par ailleurs, avec une situation qui les oblige à être en tension. Donc voilà, j'ai perdu le fil de ta question. Oui, c'est ça, ils ont tous des caractères différents, même les enfants en fait finalement. La fille, elle a une forme d'éducation qui va l'amener très fort dans le cannibalisme, à avoir envie d'aller chasser, alors que le fils, qui est un peu plus jeune, c'est un peu moins le cas, il est un peu plus en retrait comme son père. Alors ça va être compliqué de répondre complètement à ta question parce que c'est l'objet de révélation au fil Au fil de des l'histoire, épisodes de on la va série. En fait, il y comprendre. a plein de tiroirs dans cette série. À la fois, c'est une série qui progressivement bascule dans le thriller et s'assombrit au fur et à mesure. Et vraiment, on est payé à la fin. Mais aussi sur la raison d'être de ces divergences d'approche du cannibalisme des quatre. C'est quelque chose qui se révèle à un moment donné dans la série qui a une raison d'être. Mais effectivement, de toute façon, dans une maison, quand il y a un régime alimentaire particulier, tout le monde conteste, c'est pas simple. Moi, j'ai des enfants, c'est parfois sujet à critique. Pourquoi on mange comme ça? Pourquoi on mange ça? Moi, je veux, moi, j'en veux pas. Voilà, c'est des vrais trucs de famille, en fait. C'est ça, c'est des trucs de la réalité qu'on reprend, que vous reprenez dans cette série. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est intéressant de les décrire avec ce pas de côté parce que si on le dit juste ça comme ça, bon, c'est un peu ennuyeux, mais d'un seul coup, quand on rajoute dans l'équation ce petit grain de sel de en fait, ils mangent des gens,
bah, tout prend une espèce de force et de lumière inattendue, quoi. C'est ça. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, on comprend petit à petit ce qui s'y déroule. Donc là, je n'ai qu'une hâte, c'est connaître la suite, visionner la suite des épisodes. C'est C'est ça. ça. Bah oui. Quelles sont les contraintes comme ça d'une série? Il y a le célèbre cliffhanger, en fait. Euh, comment on y arrive? Comment on arrive à trouver la petite chose qui fait que la fin, on a envie de voir la suite? Bah, parce qu'on déjà on crée de l'adhésion et de l'empathie avec le parcours du personnage dans l'épisode et puis on on amène on arrive sur du non résolu. C'est toujours ça, c'est que, comme on est en empathie et qu'on suit le chemin avec, quand on est privé du pas d'après, on se dit: «Mais il va où? À droite, à gauche, en haut, en bas?» C'est effectivement technique, je suis d'accord, mais ça fait partie du plaisir et j'ai envie de dire, pour moi, chaque séquence, doit conduire à la suivante, en réalité. L'épisode n'est pas construit pour le cliffhanger de fin, il est construit chaque séquence est construite pour la séquence d'après et donc là, c'est mon approche et d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que cette série, elle est assez riche. Il y a 5 fils narratifs qui s'entrecroisent en permanence, C'est quoi. ça, il y a à la fois aussi le village qui a une place importante dans l'histoire. Ah, elle est colossale, le Mais c'est village. ça, c'est vraiment... Ouais. Le village, c'est le réceptacle du refoulé de la famille. Ouais. C'est, jusqu'ici, on tuait des gens au fil de la route et ça n'avait pas de conséquences et la série raconte la confrontation aux conséquences d'un seul meurtre et la déflagration que ça a eu sur l'ensemble d'un village. Parce que tous les personnages de l'histoire du village sont tous, agis par, l'onde ont tous sont tous agis par l'onde de choc qui a été ce meurtre originel 7 ans plus tôt. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé marrant et c'est pour ça que le village est un personnage, Ouais. finalement. Un personnage traumatisé avec un besoin de réparation, C'est lui ça. aussi. C'est ça, tout est lié et c'est ça qui est fort. Quand on est créateur, quand on crée une série et qu'on l'écrit, euh, on la laisse vivre ensuite, on la confie au réalisateur ou on suit en fait ce qui se passe sur le tournage. Ça, c'est compliqué. Hem, Plus ça va, plus j'ai envie de suivre et d'aller plus loin. Là, mais il faut pas interférer avec le réalisateur. Mais en revanche, lui passer le relais de la manière la plus opérationnelle possible. J'ai accompagné jusqu'au premier jour de tournage, en transmettant bien sûr à Enzo, le réalisateur, qui s'en est merveilleusement emparé, mais aussi en demandant et en obtenant, 2 jours de lecture à la table avec tous les comédiens, de l'intégralité des textes, où ils ont pu poser toutes les questions qu'ils avaient besoin de poser. Ça m'a permis de transmettre à chacun, l'ADN de son personnage et aussi de modifier cet ADN en fonction des interactions qu'on avait. Donc c'était vraiment la finalisation et ensuite donc après c'est compliqué de laisser partir, mais il faut laisser partir, et ensuite j'ai gardé ligne, ouverte pour que à tout moment du tournage, Enzo puisse m'appeler, parce que lui était dans une frénésie de fabrication, j'étais celui qui avait le plus de recul et puis a fortiori de distance puisque j'étais chez moi. Pour pouvoir, l'aider à parfois quand il fallait, prendre des décisions, faire les bons choix. Donc c'est de la collaboration, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que, et c'est pour ça que j'essaie enfin je fais grandir j'agrandis mon costume en ce moment en devenant coproducteur sur des projets pour pouvoir les suivre encore plus Les loin. accompagner, quoi. Il y a l'instinct maternel quand on écrit. Quand on écrit toute une série, c'est quand même un monde complet qu'on fait advenir et moi j'y mets toujours, beaucoup d'intensité et je j'ai le souci de à la fois enfin c'est intéressant parce que j'ai à la fois le souci de transmettre et en même temps de laisser exister, mais il faut accompagner, quoi. C'est vraiment le job du showrunner, quoi. C'est-à-dire d'accompagner chacun pour qu'à la fois il puisse s'exprimer, mais pour emmener l'histoire vers ce truc dont on parlait tout à l'heure, de la petite émotion de départ que j'ai jamais perdue et qui doit pas être perdue au fil du tournage non plus pour qu'on arrive au bout à: «OK, c'est ça l'émotion qu'on va ressentir». Là, c'est réussi, là, c'est complètement Enzo a fait un travail remarquable, c'est complètement réussi. Oui, parce que c'est très intrinsèque, quoi. C'est quelque chose que quand on écrit, que l'on vit vraiment, véritablement en soi, finalement, que l'on s'imagine. Euh, Quelles sont les petites astuces que vous avez? Quelle est votre méthode pour vraiment les transmettre l'émotion au réalisateur Enzo Croisier? Bah, parler beaucoup, raconter, expliquer, lire ensemble, répondre aux questions, heu, être à l'écoute évidemment de sa réception. Non,
c'est de l'échange, vraiment beaucoup, C'est beaucoup beaucoup d'échanges. d'échanges, ouais. Comme je disais, vraiment l'oralité est centrale chez moi. L'écriture, c'est pas la partie la plus laborieuse du truc, mais elle est nécessaire. Mais oui, raconter et surtout le tips de base, c'est être très au clair avec ce qu'on écrit. Faut pas qu'il y ait de trou pour soi, quoi. Faut savoir exactement au compte moi, je connais tous les tiroirs cachés de l'histoire. J'en connais, et même ceux qui n'apparaissent pas et ceux que tout le monde n'a pas conscience, je les connais et donc je sais exactement, où ça va, pourquoi la raison d'être de chaque truc donc j'essaye de ne pas être exhaustif, surtout pas, de pas déverser la connaissance de la série, mais d'être disponible pour la transmettre aux endroits où c'est nécessaire et évidemment les transmettre surtout les grands jalons importants, quoi. C'est l'arrêt parce que c'est des trajectoires. Cette série, elle est particulière parce que je l'ai construite à la fois comme, avec une envie de il y a 2 moteurs narratifs. Il y a un moteur d'intrigue, c'est plot driven et character driven. Je voulais vraiment qu'il y ait les 2 et donc j'ai construit chaque personnage avec une trajectoire, un besoin et en même temps, c'est complètement l'idée par le plot et ce qui fait que c'est haletant. On reconnecte avec 24 heures chrono, mais je voulais que ce soit viscéral également et donc ça nécessitait, d'avoir, des personnages extrêmement construits avec une vraie trajectoire et quelque chose à défendre et dès le début, j'ai posé au tableau ces 2 contraintes et j'ai tiré les fils de OK, sur le plan, character driven, il se passe ça, ça, ça et sur le plan plot, ça, ça, ça. Le plot lead, mais le personnage est toujours il soutient tout le temps, quoi. Ouais. Une fois qu'on a transmis cette série au réalisateur, il faut la transmettre au public. C'est le cas actuellement avec Série Mania, une première diffusion en salle. Quelle est votre relation avec le public? J'écris complètement à 100 pour le public. C'est complètement ça. C'est pour ça que, quand je te disais chaque séquence donnée à la suivante, à chaque instant, je me dis: «Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est la question qu'on se pose?» Je veux faire kiffer les gens, hein. Ce n'est que ça parce que c'est mon plaisir de spectateur, c'est là, je veux que ce soit jubilatoire. C'est pour ça que je suis certainement beaucoup plus à l'aise dans les genres un tout petit peu déréalisés, que ce soit l'action, l'aventure, le thriller et le genre, c'est les endroits où je suis bien. Je suis pas très pertinent, pour les drames réalistes. Je respecte ça, mais je suis pas bon parce que j'ai besoin d'un décalage, mais surtout j'ai besoin que le public soit chopé, je le prends par la main, je lui dis: «Viens, je vais te raconter une histoire et t'inquiète pas, je te lâche pas la main et on va vivre des émotions ensemble et jusqu'au bout». Ça, c'est cardinal, mais dans tous les projets que je fais, heu, même des projets de commande, pour lesquels je suis moins à l'initiative, je veux ça. Je veux vraiment qu'on se que les gens kiffent, quoi. Et après, quand on voit le résultat en salle, la Ah bah, deuxième j'ai partie. l'impression que ça s'est pas mal passé. J'ai senti, la salle frissonner, Ouais. j'ai senti la salle, rire au moment où ils avaient besoin de respirer un peu et puis d'un seul coup se recrisper parce que c'est quand même construit comme ça pour, se détendre et se recrisper, régulièrement. C'était assez beau de voir la réception, la salle s'est presque pas vidée, sur les 3 épisodes. C'était plutôt bon signe et comme j'écris effectivement pour les gens, et que quand ils seront devant leur télé, je les verrai pas, là, c'est précieux l'émotion que j'ai reçue là, l'écoute, et de les voir réagir, c'était génial. J'imagine qu'on est à la fois impatient, mais aussi c'est un peu stressant. C'était stressant et les premières minutes, j'avais le cerveau, complètement, en rade, en fait. Ouais. Je n'arrivais pas du tout à regarder ce qui se passait. C'était très problématique parce que je m'étais interdit de regarder le montage définitif. Avant, je voulais vivre cette première Vous ne projection. l'aviez pas vu avant. J'avais vu la série complète sur le banc de montage. Ouais. On avait donné nos notes là-dessus, Mhm. mais elle était déjà très aboutie, mais elle n'était pas finalisée. Et j'ai reçu la série finalisée il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé à l'ouvrir. J'ai immédiatement refermé mon ordi en disant non, c'est hors de question, je veux complètement la ressentir à Lille dans la première projo, quoi. C'est ça. J'ai voulu se protéger l'émotion. Voilà, et tout le monde pourra vivre cette émotion d'ici la fin de l'année 2025. C'est sur OCS, ça s'appelle La Famille Rose. OCS Ciné Voilà. Plus, ouais, en octobre, je crois. Dernière question pour terminer cette émission. Quels sont les projets maintenant à l'avenir? On a parlé de Lupin qui va bientôt sortir dans les mois à venir, dans les années à venir. La suite, quelle est-elle? Il y aura très probablement une saison 5 de Lupin, Ouais. à laquelle on a commencé déjà à réfléchir, Qui a été commandée par qui n'est pas encore commandée, mais qui est désirée, Ouais. et donc ça se prépare.
J'ai actuellement une série qui est en écriture, une grosse série en écriture sur TF1, une grosse adaptation d'un très grand romancier français dont j'ai pas le droit de dire le nom parce que on m'a dit que j'avais pas le droit, mais c'est un gros machin qui va arriver qui va bientôt partir en tournage pour TF1. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est de la romance, du thriller avec une pointe de fantastique. Ah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Tigane Rosine. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Genèse. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. C'était Genèse, le podcast de la création, présenté par Oscar Chedemois.